Pour l'heure, on va aller sur le terrain. Les Russes sont en train d'étirer le front manifestement. Bonjour Catherine Gentil, ravie de vous retrouver. Bonjour Bénédicte. Merci beaucoup d'être avec nous. Louis Duclos est analyste géopolitique. Merci d'être avec nous, Louis Duclos. Alors vous savez que c'est incroyable parce que hier soir, j'ai vu votre fil sur X. Oui. Et on s'est dit, il faut absolument qu'ils viennent demain pour nous raconter tout cela. Et vous étiez déjà prévu sur le plateau. C'est ça. Ça, c'est merveilleux. C'est ce qu'on appelle le talent de Johanna qui fait les programmations sur ce plateau. Ouais. Patrick est toujours avec nous. Merci Patrick. Et le général François Chauvency qui est revenu nous voir. Merci à vous François d'être avec nous. Alors le Kremlin manifestement a bien l'intention de muscler ses attaques en ce début de mois de mai. On sait que le 7 mai, donc la semaine prochaine, Vladimir Poutine sera intronisé. Que le 9, c'est la journée de la victoire dans son pays. Regardez ces images. Nouvelle attaque sur Odessa ces dernières heures. On vous parlait hier du château qui avait été frappé, cette fois-ci encore au cœur de la ville. Il y a 3 morts, encore un missile balistique qui a frappé. Ça fait donc 8 morts et de nombreux blessés dans cette ville en 36 heures. L'objectif des Russes, c'est sans doute de terroriser, sans doute pas encore de prendre la ville, quoique, on verra bien dans l'avenir, on sait que c'était un objectif affiché. Un peu plus au nord, même largement plus au nord, à Kharkiv. Pression maximale également sur les civils. Écoutez cette petite séquence que nous a envoyée Charline Hurel dans la nuit, puisqu'elle est à Kharkiv depuis quelques jours déjà. Des sirènes d'alerte aérienne tout le temps, jour et nuit. Encore 2 morts d'ailleurs dans les environs de la ville cette nuit. Regardez ce que dit le gouverneur. À 10h, les Russes ont frappé une voiture et une maison à Solochiv, un village situé à une quinzaine de kilomètres de la frontière russe, à l'aide de bombes aériennes guidées. L'attaque a tué un homme et une femme qui étaient dans la voiture. 2 septuagénaires ont été blessés également. Nivine Potros, ce qui est très marquant depuis quelques semaines, c'est de voir à quel point l'armée russe attaque d'un bout à l'autre du front. Je disais tout à l'heure, un peu comme pour l'étirer. Exactement, preuve en est les frappes de ces dernières semaines qui, comme ces dernières heures, qui, comme ces dernières semaines, ont visé la ville d'Odessa et celle de Kharkiv, qui sont respectivement situées à plus de 550 km l'une de l'autre à vol d'oiseau. Pour les Ukrainiens, ça signifie tout simplement qu'aucune ville n'est à l'abri d'un tir russe. Ça signifie surtout que la ligne de front s'est étendue et que c'est désormais toute cette zone qu'il faut protéger. Le front en lui-même, on le sait, il mesure plus de 1000 km. C'est donc une très large bande qui est désormais soumise au tir des Russes, sans compter évidemment les centaines d'infrastructures énergétiques qui sont présentes dans l'ensemble du pays. On vous a placé sur cette carte les plus grosses d'entre elles. Les Ukrainiens doivent donc sécuriser l'ensemble de ces sites dont on sait qu'ils sont devenus la cible privilégiée des drones russes. Pour les Ukrainiens, la situation est désormais intenable puisque c'est très compliqué de protéger l'ensemble du territoire, l'ensemble de ces cibles potentielles. La seule arme réellement efficace, selon Kiev, ce sont évidemment les systèmes patriotes que Kiev continue à réclamer à corps et à cri. Leur nombre exact et leur emplacement, évidemment, ne sont pas connus. On sait juste que l'Allemagne en a ou en va en livrer 3 systèmes. Les Pays-Bas et les États-Unis se sont également engagés à livrer plusieurs batteries. On ne connaît pas le nombre exact. On sait qu'il y a un système qui protège Kiev. Pour le reste, les informations sont tenues secrètes. Selon Volodymyr Zelensky, il manque à l'Ukraine 25 systèmes patriotes pour protéger complètement le pays. Pour Dmytro Kuleba, c'est 7 patriotes supplémentaires qui permettraient de sécuriser à minima les grandes villes du pays. Des systèmes qui tardent à arriver alors que les Alliés disposent pourtant de ces ressources. C'est en tout cas ce qu'affirme Kiev, qui aurait identifié plus de 100 patriotes disponibles à l'étranger, notamment en Espagne et en Grèce. Selon le journal El País, Madrid s'apprêterait à livrer un petit nombre de missiles patriotes, mais l'information n'a pas été confirmée par le gouvernement espagnol. Toujours est-il que Kiev continue de mettre la pression sur les alliés pour récupérer des systèmes patriotes, des alliés qui pour l'instant se sont montrés plutôt généreux, puisque
puisque outre les Patriotes, les Ukrainiens ont quand même reçu plusieurs systèmes de défense aérienne à moyenne portée, 12 Iris-T allemands, des NASAM américains, le fameux système franco-italien, les Stampé, à courte portée pour viser notamment les drones. Eh bien, les Ukrainiens disposent de plus de 200 lance-missiles Stinger, des Gepard allemands également, les batteries Crotale, mais ce n'est pas assez, expliquent les Ukrainiens, pour protéger l'ensemble de ce territoire, l'ensemble de ces cibles. Il faut d'autres patriotes. Surtout des patriotes. D'ailleurs, Lloyd Austin tente de mettre une petite pression aux pays concernés. On va regarder ça bien évidemment, pour dire aux alliés, envoyez vos batteries. Il y a des pays qui en ont, et ce que nous faisons, c'est de continuer à mobiliser ces pays. J'ai moi-même discuté avec les dirigeants de plusieurs d'entre eux, ici même au cours des 2 dernières semaines, pour les encourager à fournir davantage de matériel. On sait déjà que la Grèce a dit non. Général, une question technique finalement. Une batterie patriote, ça protège à peu près quelle surface de territoire? On peut l'estimer, ça? Détection à 400 km, interception en gros à 100 km. Ouais. En gros. Voilà. Maintenant, sur le débat sur les patriotes, quand on regarde le Military Balance qui vient de sortir, qui est la grande revue d'état des matériels, il semblerait, même si ce n'est pas toujours très clair, que l'Allemagne, par exemple, n'a que 6 batteries. En tant que telle. Elle en a déjà livré une, elle en a promis une autre. Quand on regarde les pays voisins, alors je n'ai pas encore regardé l'Espagne, c'est 1, 2, 3 ou 4. Ouais. Alors je ne sais pas d'où sortent les 100 batteries qu'évoque M. Kouleba. J'ai quelques doutes quand même. Dans le monde, oui. Mais en Europe, c'est l'Allemagne qui est le plus gros, à ma connaissance, le pays qui en dispose le plus. Et il n'en a que ça. Celui qui dispose le plus, c'est les... Kouleba, pardon, je vous coupe, mais Kouleba, on a peut-être identifié une centaine, comme pour les fameux 800 000 obus qu'on a pu aller chercher dans des pays qui ne diront pas qu'ils ont été, eux, fournisseurs d'obus. Enfin, les États-Unis, on en a 60 des batteries. Oui, c'est ça. 60. Donc effectivement, il pourrait en livrer dans ces cas-là, mais le problème, il n'est pas là aujourd'hui. Je pense que ce qui a été d'ailleurs dit par le général Austin, Lloyd Austin, c'est qu'en fait, on demande aux Européens de faire l'effort nécessaire. Et ce n'est pas les Américains qui vont le faire, même s'ils ont les patriotes disponibles. Alors chacun va donner sa petite part, mais le problème il est là. Est-ce que les Européens sont prêts à redonner une partie de leur matériel à l'Ukraine? Et je prends l'exemple de l'Allemagne. 6 batteries, une de livrée, mais à notre côté, n'oublions pas que ces batteries sont destinées à protéger le pays allemand. Donc voilà, le dilemme, il est énorme. Ensuite, si on fait le bilan, à 1 milliard la batterie, plus 3 millions le missile, ça a aussi un coût financier. Voilà, donc tout ça est dans la balance. Après, c'est des choix politiques. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire ou à ne pas faire? Et ça demande de la ressource humaine aussi. Accessoirement, parce qu'une batterie patriote, c'est pas un gars qui tire sur le bouton. Hein. Non, on n'appuie pas sur le bouton rouge, il faut 80 personnes à peu près. Alors il y aura peut-être une solution si on lit la presse israélienne, la Times of Israel notamment, explique que l'armée israélienne, dans les semaines au plus tard quelques mois qui viennent, va renoncer justement à ces patriotes pour utiliser des systèmes encore plus performants et plus modernes. Donc, est-ce qu'il y aura une possibilité aussi côté israélien, au bout du compte, de fournir des patriotes aux Ukrainiens? Évidemment, j'imagine que c'est une piste sur laquelle vont se lancer les responsables militaires ukrainiens, parce que ce pourrait être une solution si effectivement les Israéliens y renoncent très rapidement en disant que pour eux, c'est déjà dépassé et qu'ils ont, pour le fameux dôme de fer dont on a beaucoup parlé, notamment quand il y a eu l'attaque iranienne, ils auront un système plus performant, mais pour les Ukrainiens... Et on sait combien ils en ont? Non, ils ne disent pas combien ils en ont. Mais en tout cas, on sait que ça a permis justement de faire ce fameux dôme de fer. Donc pour les Ukrainiens, ce serait la divine surprise d'une certaine manière. Louis Duclos, on va se parler franchement, il y a une vraie inquiétude. On a le gouverneur de la région de Kharkiv qui dit on a 20 000 soldats russes qui sont prépositionnés aux alentours. Ils vont tout faire, si ce n'est pour prendre la ville, au moins pour la vider de ses habitants, pouvoir en faire une zone grise. On en a déjà souvent parlé. Il y a une vraie inquiétude. Il y a une urgence vraiment là. Pour Kharkiv, il y a une inquiétude. Pour Odessa également, il y a une inquiétude. Pour autant, il faut voir la capacité militaire de la Russie à prendre une ville comme Kharkiv. Pour rappel, la Russie a été incapable de prendre aucune ville principale de l'Ukraine depuis le début du conflit. Alors on peut parler toujours de Mariupol, mais ils l'ont davantage rasé que prise en réalité. Kharkiv, ils n'ont pas réussi. Kharkiv, c'est une des plus grandes villes, si ce n'est, je crois, la deuxième ville après Kiev, de l'Ukraine. Donc la prendre, ça va prendre, à mon avis, plus que 20 000 hommes. Et en plus, après, il faut la garder, il faut pouvoir l'approvisionner. Donc très, très compliqué. Mais en tout cas, la menace est là. Et c'est sûr qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers pour l'Ukraine. Évidemment.
Allez, bienvenue sur le plateau du Club Le Châtelier. Si vous nous rejoignez, ce sont des thématiques qui fascinent toujours et on va voir à quel point elles peuvent effectivement nous concerner dans notre propre vie quotidienne. On parle évidemment des services secrets, des agents secrets, des espions. Louis Duclos, je disais tout à l'heure, on est ravis que vous soyez là parce que hier vous avez publié un long thread sur X. Vous y posiez de nombreuses questions quant à l'offensive des services de renseignement russes. Et en fait, on a voulu en parler avec vous. En fait, vous expliquez qu'il y a un bot Telegram. Un bot, c'est un robot, hein, donc Telegram, qui cherche à recruter en France des agents dormants, et ça vise notamment les personnels politiques. Ça marche comment, cette chose-là ? Eh bien, ce bot va faire sa publicité dans son canal Telegram. Les gens vont commencer à parler. Donc d'abord, ils vont parler avec un bot. Donc ce serait une réponse automatisée. Et très rapidement, ça va être des officiers traitants du GU, le renseignement militaire russe, qui va prendre le relais de la discussion et qui va commencer à s'intéresser aux personnes sur leur motivation, qu'elles soient politiques, financières, et petit à petit voir jusqu'où ils peuvent aller. Et au final, c'est ça, c'est recruter des agents dormants, des gens qui ont une affinité avec la Russie, avec le pouvoir politique russe, avec l'idéologie russe, et au bout d'un moment, les déclencher pour déstabiliser la France. Ça veut dire, on lance une ligne, on harponne, si ça mord. On lance la ligne, et en fait, surtout, on plante des graines. Alors peut-être que tout ne va pas pousser, mais il suffit qu'il y en ait quelques-unes qui poussent au bon moment, le jour où il y a des manifestations ou des choses en France, et c'est là qu'ils pourront les utiliser. Et alors moi, dans mon travail que j'ai fait sur Twitter, je cite l'article du magazine Intelligence Online, qui est spécialisé dans le renseignement. Donc c'est pas mon travail, qu'on soit d'accord, mais dans l'article dit clairement que que l'objectif, c'est de prendre des photos des forces de l'ordre, des sites militaires et des services de renseignement français. Donc c'est s'intéresser à ça et à toutes nos capacités militaires. C'est intéressant, et ça vise des personnels politiques notamment. Alors on a beaucoup parlé, on en a parlé beaucoup, Catherine, notamment en ce qui concerne l'Allemagne. On a effectivement des personnels politiques qui sont particulièrement visés, ceux qui sont plutôt amicaux avec le Kremlin, on sait lesquels ils sont. Et ça, c'est... mais la bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est qu'on le sache, en fait. Exactement. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où moi j'ai l'information, que je peux la partager sur Twitter, c'est-à-dire que en fait, nos services de renseignement le savent également, qu'à partir de là, tout est contrôlé, que les personnes qui vont s'adresser à ce bot et à ces officiers traitants russes, ils vont sans doute être suivis, ils vont sans doute être contrôlés, surveillés. Donc j'ai au moins la confiance à ce niveau-là. Catherine, on avait évoqué le fait, d'ailleurs c'était Magali qui nous racontait ça la dernière fois, ils ont eu un problème, les Russes, alors même s'ils ont beaucoup inondé les pays étrangers d'agents dormants ou pas d'ailleurs, etc. On en parle beaucoup, et les services secrets russes, c'est un fantasme depuis bien longtemps. Ils ont quand même eu un problème très concret au début de la guerre en Ukraine, c'est que les personnels des ambassades, pour beaucoup, ont été renvoyés, et que les agences de renseignement russes avaient particulièrement placé leur personnel dans les ambassades, justement. Oui, mais alors les Russes, contrairement aux Occidentaux qui avaient un peu baissé la garde justement par rapport à tout ce qui était le travail sur la Russie, eux ont toujours gardé quand même un service de renseignement très développé, ne serait-ce que parce qu'il y a un certain Vladimir Poutine, n'est-ce pas, qui est président et qui est issu des rangs des services. Donc ils ont toujours eu des gens aussi en dehors des ambassades, justement pour, dans les moments de crise avec les pays évidemment occidentaux, c'est rarement avec la Chine qu'il y a une crise concernant la Russie, de manière à, quand il y a des expulsions de diplomates, parce que ça s'est fait, souvenez-vous, au début de la guerre. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de pays européens qui ont expulsé des diplomates russes et réciproquement. Donc, en ayant des agents en dehors des structures des ambassades, ça vous permet, quand il y a ces crises qui se présentent, de pouvoir les conserver, eux, si bien sûr ils n'ont pas été repérés au préalable par les services français, si on parle de la France. Mais ils ont toujours gardé des agents, les Russes, et c'est une partie de la constitution de l'État russe, c'est vraiment dans leur ADN. Le contre-espionnage général, il travaille évidemment très bien, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, notre contre-espionnage s'entend, ils sont assez efficaces. Dans ces cas-là, quand on repère une filière comme celle-ci, le fait d'en parler, ça veut dire que peut-être cette filière-là va être morte-née et qu'ils vont mettre une autre filière en place. Est-ce qu'on a intérêt, du coup, à en parler, effectivement, ou plutôt à suivre ?
Tout dépend de l'objectif recherché. Je dirais que l'expérience m'aidant dans mon passé, il y a des filières qu'on suit et on voit jusqu'au moment où on va arrêter l'expérience, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir le plus possible, savoir exactement ce que l'autre cherche. Et à un moment donné, en fonction de la décision très souvent d'ailleurs beaucoup plus politique que, je dirais, institutionnelle, on va dire on arrête l'expérience et des personnes reprennent l'avion. Là, c'est pour toute cette branche dont on parle dans les ambassades. Mais le but aussi de savoir qu'est-ce que les autres recherchent et d'identifier tous les contacts. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que disait Louis quand il disait, voilà, l'idée, c'est par exemple de prendre des photos des forces de l'ordre. Qu'est-ce que ça apporte aux Russes d'avoir les photos des forces de l'ordre? Alors là, je ne vois pas trop d'ailleurs l'intérêt, à part les mettre sur maintenant les réseaux sociaux ou par des biais, je dirais, détournés, hybrides, je dirais, on va mettre en avant les policiers pour qu'ils soient agressés. C'est en fait une manière détournée de déstabiliser l'ordre pour nous républicains, puisqu'on voit bien que même vis-à-vis des malfrats, nos policiers aujourd'hui font attention, nos militaires aujourd'hui, ils n'ont plus de bande patronymique avec leur nom. Il a fallu très longtemps avant qu'on en arrive là. Mais pas de bande patronymique. Les gendarmes, on ne sait pas comment ils s'appellent, même s'il y a un numéro. Je vous coupe, mais c'est vrai, moi j'étais allée tourner avec Hélène Bonnet sur le Charles de Gaulle, on voyait tout à fait le visage des marins à bord du Charles, mais dès qu'on arrivait avec la caméra, ils arrachaient leur bande. Ils ont une bande qui est sur velcro. Et en fait, c'était le réflexe systématique pour effectivement pas... On a réappris les choses. Moi, au Liban, en 82, on s'était étonné qu'on garde nos bandes patronymiques face aussi bien aux Israéliens qu'aux Palestiniens. Bon, très bien. 20 ans ou 30 ans après, on a dit maintenant on ne va plus les mettre. Parce que finalement, c'est pas prudent. Vous voyez, on réapprend aujourd'hui, en France en particulier, qu'il faut veiller à la sécurité en général, sinon en particulier. Et je dirais qu'on parle beaucoup de renseignements depuis cette guerre en Ukraine, mais avant, c'était plutôt tabou. Surtout, ne parlons pas de renseignements, c'est pas beau, c'est laid. Les gens du renseignement, c'est forcément des voyous. Aujourd'hui, ça a largement changé. On en parle toutes les semaines. On dit, c'est utile à la sécurité nationale. Il y a des séries télé qui ont aidé, effectivement. Alors, la légende, oui, mais ça fait partie d'un tout. Il fallait réhabiliter. Bien sûr. Un cas concret, quand vous voulez recruter aujourd'hui la DGSE, il y a un concours chaque année pour les extérieurs. Vous avez quand même 1000 candidats pour en gros 25 places. 1000 candidats pour 25 places. Vous vous rendez compte quand même du taux de sélection qu'il faut. Juste une question, parce que là on a évoqué les militaires. On va y revenir tout à l'heure avec Magali qui va venir s'installer, parce que les militaires sont évidemment dans le viseur, et notamment des Chinois. On va voir ça dans une seconde. Mais les politiques, Patrick, sont vraiment dans le viseur, notamment des Russes, mais pas uniquement, parce qu'on évoquait donc là l'article que décrivait Louis Duclos. Ce sont des hommes et des femmes politiques qui sont visés. On a vu par exemple au Parlement européen un nombre d'affaires depuis le début de la guerre en Ukraine qu'on n'aurait pas soupçonné il y a quelque temps. Oui, bien sûr, il y a une grande infiltration, notamment au Parlement européen, par ces agents russes et chinois. On a vu récemment que le collaborateur parlementaire de Maximilian Krah, qui est la tête de liste de l'AfD, donc l'extrême droite allemande, était en lien avec la Chine. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça fait des années qu'il faisait ça, et on ne s'est pas suffisamment méfié. Et chez les politiques, il faut faire la différence entre ceux qui ont une véritable connivence politique avec ces régimes-là. Ils peuvent l'exposer publiquement. Mais ce qui est plus grave, c'est l'ensemble du personnel politique. Car quand vous allez au Parlement européen, c'est comme un supermarché, si j'ose dire. Vous avez énormément de personnes qui gravitent autour des parlementaires, les assistants, les secrétariats. Et pire que cela... qui ne sont pas scannés par le Parlement, après. Voilà, c'est ça aujourd'hui la difficulté. On a vu aussi des stagiaires russes, proches de Poutine, aller au Parlement européen. C'est très grave, nous avons été trop naïfs. Et donc, il faut faire extrêmement attention, parce que c'est la démocratie qui est en cause. Et lorsqu'un parlementaire ou son assistant ou assistante assiste à des commissions où on diffuse des informations assez confidentielles, eh bien, ce sont des informations qui vont aller directement chez les personnes qui espionnent, chez l'ennemi, ennemi entre guillemets, mais en tout cas chez les Russes, chez les Chinois, et donc tous ces régimes qui sont hostiles à la démocratie. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez publié ces messages-là sur X, Louis Duclos. C'est parce que vous dites stop à la naïveté, ne soyons pas naïfs, vous ne direz pas que vous ne saviez pas. Voilà, ne soyez pas naïfs et défendons-nous. Oui, c'est ça. C'est une manœuvre extrêmement agressive de la Russie d'aller recruter directement sur notre sol. C'est quand même hallucinant. Mais on fait peut-être la même chose, nous, après tout. On fait peut-être qu'on peut l'espérer surtout. Oui, c'est ça, on peut l'espérer. Il faut bien se rendre compte qu'en fait, la Russie, elle n'est pas du tout dans une perspective de paix avec la France ou avec les Européens. Au contraire, elle est dans une perspective de conflit. Elle se prépare à un conflit et elle fait tout justement pour nous déstabiliser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder. Oui, parce que ce qu'on voit dans le papier, c'est qu'effectivement, la France est l'une des cibles privilégiées. C'est avec nous notamment qu'ils sont le plus agressifs. Alors, il y a d'autres pays
pays évidemment dont il faut se méfier. Un dossier dont nous parlait Gallagher Fenwick la semaine dernière, Magali, qui nous a beaucoup intéressés. Là, on parle de la Chine, donc une présence de plus en plus nombreuse de Chinois, même de Chinoises, tout proche de villes comme Brest ou Cherbourg. Et ça n'est pas anodin. Oui, alors on s'est demandé pourquoi les Chinois sont-ils autant attirés que ça par l'armorique, à part que la région à part que la Bretagne est une très très belle région, mais forcément il y a d'autres centres d'intérêt. Donc on est toutes les deux d'accord là-dessus. Exactement, on est bretonnes toutes les deux. C'est pour ça que cette information nous avait un petit peu interpellés, on a voulu creuser. Donc la région, en fait, elle accueille de nombreuses infrastructures et industries stratégiques. C'est une place forte, en fait, du système de défense français. Regardez, il y a par exemple l'île Longue dans la rade de Brest, c'est là où il y a les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Il y a les bases navales de l'Andivisio, de l'Anbiway. Il y a l'école d'officiers de marine de l'Anvéoc-Poulmic. Pour l'armée de terre, il y a l'académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Il y a par ailleurs le pôle d'excellence cyber, c'est-à-dire le cœur de la cyberdéfense française, et il se trouve à Rennes, et tout près de Rennes, à Bru, il y a la Direction générale de l'armement, sans compter les pôles d'excellence océanographique, les universités, les centaines d'entreprises collaborant avec la défense nationale. Bref, il s'agit là d'un vivier très, très intéressant. Et donc, on trouve pas mal, effectivement, de Chinois et de Chinoises en Bretagne. Le grand reporter Antoine Isambard en parlait déjà dans son livre « Franchine, les lésions dangereuses » qui avait été paru en 2019. Il avait eu accès à un rapport confidentiel du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, rapport où il était indiqué que le nombre de mariages entre des membres de l'armée française basés dans la région et des étudiantes chinoises avait nettement augmenté ces dernières années. Rapport qui avait donné lieu d'ailleurs à une audition à huis clos à l'Assemblée nationale. Les députés français s'inquiétaient quand même, du phénomène. Ah oui, non, mais c'était montré très très haut. Le journaliste dans son livre avait aussi rencontré quelques sources qui expliquaient qu'effectivement, des militaires installés en Bretagne sont souvent approchés par des Chinoises. Et ceux qui sont aussi approchés, ce sont ceux qui sont dans les universités et particulièrement, les étudiants qui étaient susceptibles d'intégrer des entreprises de la défense, ce qui intrigue évidemment énormément. Alors Magali, ça ne veut pas dire que ces Chinois venus s'installer en Bretagne sont tous des espions. Évidemment non. On va faire très très attention. Ces questions autour de ces mariages, ça agaçait un peu en Bretagne. C'est ce que rapportait le Télégramme en 2022 qui avait enquêté et avait épluché les registres. Alors effectivement, il y avait une trentaine de mariages franco-chinois par an. Ça, on était avec des données qui remontaient quand même à 2015-2016. Donc ça date quand même un petit peu. Donc rien d'extraordinaire. Donc le journal avait posé des questions, avait tenté d'en savoir davantage. Et la plupart de ceux qui répondaient, toutes les sources disaient « mais attention, il ne s'agit là que de fantasmes ». Par exemple, ces sources militaires. Si un sous-marinier de l'île Longue était ainsi approché, il serait aussitôt mis à l'écart de toute activité opérationnelle. Ou encore un spécialiste militaire toujours qui reconnaissait que la menace est réelle. À certains égards, elle est sous-estimée, mais elle est souvent caricaturée. Sauf qu'en fait, depuis... Les temps ont changé quand même. On a changé notre rapport au monde avec la guerre en Ukraine, on a changé notre rapport à la Russie, on a changé aussi notre rapport avec la Chine. Regardez ce que dit un ancien du MI6, les renseignements extérieurs et britanniques. Les activités d'espionnage de la Chine ont été jusqu'à présent moins actives en Europe qu'aux États-Unis, mais à mesure que les attitudes européennes ont commencé à se durcir envers la Chine, nous pouvons nous attendre à avoir plus d'opérations d'influence. On y est là. On le voit bien. On a bien vu ce qui se passait, par exemple, en Allemagne la semaine dernière. On en avait parlé ici. Et la méthode des Chinois, elle est claire. On parle d'influence, là. Parce qu'il y a évidemment tout un service d'espionnage, il y a tout un service d'espionnage industriel, mais il y a aussi un long travail d'influence. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir cette forte présence chinoise là? Il y a tout cet espionnage sur tout ce qui est défense, tout ce qui est industriel, mais il y a tout le façonnage des opinions publiques. Et c'est ça aussi la mission de tous ces Chinois là-bas, c'est avoir une bonne image de la Chine, dire que Taïwan est effectivement chinois, dire qu'il n'y a pas de problème avec les droits de l'homme. Et il y a tout ce travail qui est un travail de longue haleine.